Azul Flawan, bienvenue dans Graffiti. Pour le présent numéro, il s'agira essentiellement de littérature, de poésie et d'imaginaire kabyle. Pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'écrivain Noufel Bouzbouja. Noufel Bouzbouja, bienvenue dans Graffiti. Merci Youssef, puisque l'émission ce sera en français, donc on va s'exercer à la langue de Molière. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous regarder ce soir. Je suis ravi de te recevoir, cher Noufel, parce que tu as fait de très belles choses ces dernières années. C'est pas pour te jeter des fleurs, et on va en parler. On va commencer d'abord par ce dernier livre publié en langue kabyle, The Thayrikan, aux éditions Achab. Nous saluons d'ailleurs Hamdan Achab, qui fait aussi un excellent travail. Alors, ce livre de poésie, pas de poésie, de nouvelles, Thulissi, alors qu'est-ce qu'il raconte, Noufel? Donc, Waki Thayrikan, ce n'est que de l'amour. En fait, qu'est-ce qui lie les gens à travers le monde? Qu'est-ce qui lie tous les humains à travers le monde? C'est l'amour. On a tous la volonté d'être aimés, la volonté aussi de diffuser notre amour et d'en recevoir retour aussi. Et ça, c'est très important. Donc, il raconte des tranches de vie de plusieurs gens à Tizi Ouzou, à Copenhague, au Mexique, à Patio Bonito en Colombie, au Sénégal, donc pas mal de gens de partout qui partagent leur amour avec les gens, que ce soit l'amour entre une femme et un homme, que ce soit l'amour du village à locaux qui facilite le passage des camions sur les hauteurs de Colombie à Patio Bonito, que ce soit Amadou, là-bas dans les montagnes de Mariste au Sénégal, qui aussi facilite le chemin des enfants qui passent une rue très dangereuse, que ce soit la vie de Mama Sima, l'amour de Mama Sima pour les enfants dans un petit village au Sénégal, je crois, au Cameroun, la même chose. Donc, des enfants de guerre, elle les a recueillis, des enfants, des orphelins de guerre, elle les a recueillis, elle les a mises chez elle pour partager un petit peu. Oui, on voit un peu que le fait que tu sois un écrivain voyageur, un globe-trotteur, influence ton écriture. Et c'est bien que ce regard soit dirigé vers le monde entier, bien sûr. Évidemment, moi je crois que j'ai beaucoup écrit en kabyle sur les Kabyles. Je me suis dit un certain jour, pourquoi n'écrivrais-je pas un jour sur autre chose, mais sur d'autres êtres humains, Oui, bien sûr. Mais ailleurs, en fait, ailleurs, là où j'étais, là où j'ai voyagé, et les choses aussi qui m'ont influencé, les choses que j'ai aimées, puisqu'on parle de Thayri, l'amour. Oui. Et voilà, donc d'où est venu ce projet d'écrire ce recueil de nouvelles pour pouvoir évidemment partager, comme je disais tout à l'heure, des tranches de vie de par le monde, pour dire qu'au final, comme je disais tout à l'heure, à l'origine et au final, nous sommes tous des êtres humains. Nous cherchons tous de l'amour, nous cherchons tous de la bonté chez les autres. C'est très bien. Et écrire sous-entend certainement un désir de partager, y compris de l'amour avec le lecteur, n'est-ce pas, dans toutes les langues. Et donc, depuis que tu as écrit le livre jusqu'à sa publication, c'est en langue kabyle. Ce n'est pas toujours facile, Noufel, n'est-ce pas? C'est pas facile, mais quand on aime et quand on trouve des gens engagés comme Achab et d'autres maisons d'édition, et parfois aussi des gens, on voit des amis aussi à nous qui donnent de leur argent en fait et de leur temps pour éditer, pour aussi partager ce qu'ils aiment, partager leur écriture, surtout en kabyle parce que les gens ne lisent pas. Quand on aime, je disais tout à l'heure, donc on souffre moins. On souffre moins dans la mesure où on se dit, bon, moi j'aime faire ça, je le fais. S'il y a un retour positif, j'aimerais bien, pourquoi pas, parce qu'on est tous des êtres humains, on cherche tous de la reconnaissance, quoi qu'il en soit. Sinon, s'il y a aussi des critiques négatives, c'est bien, parce que
C'est à travers ça qu'on avance. On s'améliore à travers les vraies critiques, hein, voilà, qui ne sont pas des insultes ou des invectives, bien sûr. Non, évidemment, ça, c'est pas... Ça ne construit rien du tout. Il ne faut pas les prendre, il faut changer d'attitude envers les insultes, il ne faut pas les écouter. Une critique constructive, oui, mais les insultes, il faut s'en défaire, il ne faut pas accrocher beaucoup d'attention. Sinon, on ne fait rien, en fait, parce que maintenant, l'insulte, elle est tellement facile, hein, parce que quand on construit, ça prend beaucoup de temps, mais les gens, ils ne se rendent pas compte souvent. Surtout pour les créateurs, ceux qui écrivent et tout ça, c'est pas facile du tout. Et voilà, et c'est pas payé. Souvent, c'est nous-mêmes qui payons de notre propre poche pour pouvoir évidemment partager ça avec les gens. Et c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Donc, pour rebondir sur tout à l'heure, cher Youssef, c'est quand on aime la chose, quand on aime écrire, quand on aime le théâtre, quand on aime n'importe quoi, même son travail, même si la récompense n'y est pas ou est peu, je crois qu'on est satisfait parce qu'on est content, parce que voilà, ça suffit par sa propre existence. Et ça, c'est très important de le... Et donc le livre, on peut le trouver aujourd'hui en librairie en Kabylie. Cette émission peut-être peut servir encore à faire connaître le livre, hein. Je crois que le matin, le quotidien en ligne, le matin, on a fait une note de lecture. Le matin, Thammourt aussi, le site Thammourt, oui, c'est bien. Heureusement qu'on a Facebook aussi. Ben oui, bien sûr, il faut utiliser les réseaux sociaux, effectivement. Nous, les petits écrivains qui essayons de faire certaines choses. Rassure-toi, les grands écrivains et les grands éditeurs et les grands journaux de par le monde utilisent aujourd'hui Facebook alors qu'ils le critiquaient il y a 5 ans. Hein. Ils disaient que c'était une succursale du FBI, de la CIA, etc. Et maintenant, tout y est. Hein, les gens, les institutions, etc. Et donc, Nouphel, aujourd'hui, un lecteur en Kabylie, hein, quand il lit ces nouvelles, est-ce qu'il a une façon de voir ton écriture qui s'intéresse au monde entier? Tu as des échos en ce sens aujourd'hui ou pas encore? Il y a des échos. Déjà, j'ai eu des échos par rapport à Ahya Simra. Oui. Que j'avais écrit en 2013. Oui, par édition Tira. Par édition Tira. C'est toujours des nouvelles, effectivement. Des nouvelles, oui, aussi. Solicine, oui. Solicine. Donc, des échos très, très positifs, je crois. Voilà. Après, oui, certes, il y avait quelques coquilles, tout ça que. Oui, mais les coquilles existent dans tous les bouquins publiés à travers le monde. Hein. Donc, je termine sur ça. Oui. Des échos très favorables parce que les gens, ils s'identifient. Les gens retrouvent ces personnages-là. Déjà, c'est un recueil de personnages qui existent jusqu'à aujourd'hui. Donc je me réjouis en fait quand je reçois des messages, des commentaires aussi, me disant voilà, ça fait plaisir de lire des trucs comme ça parce que c'est très proche de la réalité et c'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est vrai, ils ont raison parce que ton travail en général est profond et surtout il fait fi de tous les tabous et c'est magnifique. Il faut chasser tous les tabous. Hein. C'est pas parce que il est possible que la société kabyle a une certaine forme de conservatisme, mais il faut s'en défaire parfois, n'est-ce pas? Oui, moi je suis de ces écrivains-là qui disent ce qu'ils pensent et sans avoir peur de la mosquée ou de l'église ou des parents ou d'aucune autorité. Et je trouve ça très important parce que, ou d'une appartenance politique non plus, tu vois. Donc c'est des choses qui me tiennent à cœur, ne pas être tributaire d'une autorité qui me dicte en fait. Tu restes un homme libre, tu es un créateur, mais tu restes toujours un homme libre. Voilà, toutefois, inconsciemment, parfois inconsciemment, hein, et c'est normal aussi, on se retrouve en train de se dire en fait, est-ce que je suis complètement libre? Mais non, on n'est pas complètement libre. Pourquoi? Parce que même dans les thèmes qu'on choisit, souvent, on est influencé par des amis, par l'entourage immédiat, par le pays d'origine, par le pays d'accueil et tout ça, évidemment. Moi, j'ai envie qu'un jour, j'écrive un jour sur l'amour, sans que ça soit par adversité ou par adversité à une religion ou à une tradition quelconque et tout ça et tout ça.
l'amour pour l'amour, en fait. Ou faire de l'art pour Ah, l'art. peut-être que tu le fais déjà, hein, inconsciemment aussi, hein, mais c'est vrai que tu fasses la remarque, oui, tu as raison. Et donc, dans le prolongement un peu de ces nouvelles, tu as joué un excellent monologue, ici même à Berber Télévision, à Kaïden Kouni, en langue kabyle. Et il y avait beaucoup de connaisseurs dans la salle et ils étaient tous vraiment contents, hein, ils ont beaucoup apprécié. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment est né ce monologue alors, le monologue Keznukni est je dirais une coïncidence. Oui, donc, une belle coïncidence. Dans mon entourage, je connaissais Marc Touta, qui a oui, d'ailleurs que nous saluons, oui, qui a d'ailleurs fait très fort. Ici à Berber Télévision le festival du théâtre berbère. Je exact. crois que c'était en 2011. Moi, je vivais à cette époque-là au Danemark, donc en 2011, je vivais au Danemark. Et j'étais jaloux, en fait. Mais une bonne jalousie. Oui, bien sûr. Moi, je me suis dit, mais bon sang, quand même, du théâtre, moi qui écris un petit peu et tout ça, à l'époque, des petits trucs théâtrales oui. en kabyle. Donc, je me suis dit, pourquoi je vais pas m'investir? Mais je pouvais pas en 2011. Oui. Chose que j'ai faite en 2016, en côtoyant Marc, parce que maintenant, j'habite à Paris. Donc Marc m'a proposé un texte en fait à adapter, je ne me souviens plus du texte, sur les souvenirs là, de l'école, oui. L'encrier, les jeux qu'ils avaient à l'école et tout ça, les enfants ici en France. Je crois que c'était les années 80 ou les années 70, je ne me souviens pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, écoute Marc, moi j'aimerais bien écrire sur ce que moi j'ai vécu en Kabylie, étant gamin. Oui. Donc revisiter un petit peu ça, mais avec une extension vers le futur, vers maintenant en fait. Donc c'est comme ça que l'idée a émergé et j'ai commencé à écrire. J'ai pondu des extraits de texte à peu près 7 pages à peu près. Donc je les ai discutés avec Marc et pam pam, on est passé sur scène et ça s'est fait en 2-3 mois à peu près, 2-3 mois de travail ici à Berber Télévision. Donc ils ont mis à notre disposition la salle, on les remercie beaucoup. On a travaillé ici et on a fait une première, c'était le 10 je crois, mai, avec évidemment quelques amis et quelques connaisseurs du domaine pour pouvoir nous diriger, nous critiquer, nous donner des avis aussi, des commentaires pour pouvoir faire quelque chose de très bon. C'est déjà très bon, hein. Bien sûr, on peut toujours perfectionner le travail, mais il y a un humour féroce, mais il y a aussi des clins d'œil, il y a des vérités historiques. Hein. Ouais. Certaines sont toujours en cours, et c'est très important aussi hein, qu'on le dise à travers l'art, à travers le théâtre. Le théâtre est un excellent véhicule hein, du discours, et donc c'est une éventualité pour progresser, n'est-ce pas? Parce que Youssef était dans la salle. Hein. C'est vrai, j'ai vu et j'ai apprécié, effectivement. Pour rebondir sur ça, cher Youssef, donc, quand je suis arrivé à Paris, j'ai trouvé qu'il n'y a pas de théâtre en kabyle, en expression kabyle. Donc je me suis dit personnellement, mais pourquoi il y a combien de kabyles à Paris? Peut-être 1 million ou plus, on ne sait pas. Certainement plus. On ne connaît pas les chiffres exacts, oui. Qu'on veut arabiser d'ailleurs à travers oui, bien sûr. Aussi. Najat Vallaud Belkacem. Oui, qui est elle-même malheureusement berbère. Voilà. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas une dynamique de théâtre et tout ça et tout ça? J'ai proposé un petit peu à Rzqi Rabia qu'on salue aussi. Oui, qu'on salue aussi, bien sûr. Voilà, on est aussi en construction d'un groupe en fait, avec plusieurs gens, Samira et tout ça, pour pouvoir faire des choses au futur. Donc, quand Marc m'a proposé donc, de traduire ces textes-là, je me suis lancé. Je me suis dit, bon, le monologue, c'est quelque chose quand même de très coriace, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas encore. Mais j'étais prêt, en fait, à monter sur scène et à essayer. Et ça a donné. J'ai invité plusieurs amis pour voir. Mahanna Tigrini, que je salue, Azal aussi, hein. Slimani aussi, nos artistes, hein. Voilà, plein de gens qui sont venus pour corriger certaines coquilles et tout ça. Et j'aime bien avoir des idées. Kahina Sisrir aussi était venu. Donc c'est des gens qui ont vécu à peu près la même chose. Et l'écho que j'avais aussi, c'était ça, qui ont vécu la même chose. Les gens se sont retrouvés dans ton texte, en fait. Voilà, donc à la fin de la représentation, le 10,
le 10 mai passé, c'était ça. En fait, il y avait Bachir Yanat, qui est un ami aussi, un peintre. Il est venu me dire, c'est pas possible, moi il a 60 ans, je crois, ouais, j'espère qu'il il s'en approche, il a moins que ça, mais bon, il s'en approche. Donc il me dit, bon sang, même à Sétif, j'ai vécu la même chose. Ouais. Alors que moi j'ai 35 ans, presque 35 ans, ouais. et voilà, après les gens qui ont la même chose, qui ont 50, qui ont 40, on se dit, waouh, ce pays n'a pas bougé en fait. Parce que voilà, moi je dénonce certaines choses, l'arabisation, je dénonce aussi le fait qu'on soit, qu'on ait été battu à l'école, et voilà. Donc je dis d'ailleurs, Cheikh Nina Saatiyon El Gaz, il avait un tuyau en caoutchouc avec lequel il nous frappait, ou bien avec la règle. Courant, encore pire avec la règle. Et ça existe encore. C'est ça le problème en fait. Ça existe encore. Il faut pas. Ça existe encore. Il faut le dénoncer toujours. La règle ou la brosse sur les doigts et tout ça. Et il n'y avait pas que ça en fait. Il y avait aussi esbehdel. Il y avait aussi la réprimande et l'humiliation par la parole et l'insulte. Et ça, c'est quelque chose qui est resté en moi, que je décris en fait dans ce monologue. Après, il y a d'autres aussi, d'autres sujets, le sujet de l'amour, ne pas pouvoir vivre l'amour d'une manière libre au pays, même en Kabylie. Et ça, c'est quand même assez lamentable, quoi. Oui, c'est frustrant, même si de ce côté-là aussi, il y a eu des évolutions. Hein. La situation de la femme en Kabylie a beaucoup évolué. Je ne dis pas que tout va bien, hein. Mais il fut une époque où peu de femmes travaillaient. Aujourd'hui, les femmes travaillent en Kabylie. Hein. Mais il y a des pesanteurs, il y a aussi cette salafisation rampante, hein, qui n'est pas en faveur de l'émancipation de la femme. Ça, oui, on le voit à travers toutes les chaînes de télévision maintenant qui pullulent. En fait, à l'époque, c'était le parabole, mais maintenant, c'est devenu national, en fait, avec toutes ces chaînes-là qui bâtardisent la société, qui aliènent aussi la société. Et voilà, parfois, on est même atteint au sein de sa propre famille, voilà, et les gens sont là en train de faire leurs gendarmes et leurs moralisateurs par rapport aux gens qui sont libres. Voilà. Là, nous sommes dans la période de Ramadan, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Dans ce pays, les gens doivent être libres. La loi, en fait, la loi doit garantir, d'ailleurs c'est ce que je dis dans mon c'est ça, oui, dans le monologue, doit garantir les droits à ses enfants, aux citoyens, croyants ou pas, ils croient en Dieu ou pas, et ils croient, je sais pas moi, ils sont païens, ils sont juifs, ils sont chrétiens. L'État doit garantir leurs droits, mais c'est pas ce qu'on voit, voilà. Mais pour ça, il faut vraiment être conscient, mais aussi il faut lutter, comme toujours, comme l'ont fait avant nous beaucoup de gens. Et comme on doit le faire nous-mêmes, parce que eux, les islamistes et tout ça, ils ont les moyens, et ils osent. Ils osent interdire. Ils sont soutenus aussi par les pouvoirs d'Afrique du Nord et les puissances internationales, à l'instar des Saoudiens et des Qataris. Hein. Voilà. Ces gens-là en douce font un travail de propagande. Ben ils ont les moyens financiers. On le voit, aussi. ils utilisent le football, ils utilisent plein d'associations aussi. À Barcelone, j'ai vécu en Espagne, donc j'ai vu à peu près aussi ce qui se passe. Partout où ils donnent de l'argent et tout ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans le monologue, donc j'oppose Lila avec Jamila, par exemple. Donc, Jamila qui est devenue avocate, elle ne voulait pas se marier, parce qu'elle se dit, ouais, c'est quoi ces gens-là, ils se la jouent démocrate, mais ils piétinent leurs filles et leurs femmes. Hein. Donc, elle ne voulait pas se marier parce qu'elle trouvait que les hommes sont machos. Et du coup, elle est libre. Elle est libre, elle n'a pas de religion, elle le dit. Parce que la plupart des gens, démocrates ou laïcs et tout ça, ils sont athées par exemple, mais ils ne le disent pas, ils ne l'assument pas, même auprès de leurs parents, auprès de leur famille. De leurs proches. Oui. Voilà, auprès de leur société. On trouve des gens, des doctorants, des gens de culture et tout ça, qui ne l'assument même pas. C'est vrai. Et ça, c'est lamentable en fait, parce que
Parce qu'il nous faut des exemples positifs, des exemples de lutte, pas des exemples qui s'effacent, des exemples qui hésitent, qui n'osent pas en fait dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils sentent. Et c'est ça, en fait, j'oppose à peu près Jamila, qui est devenue avocate, qui disait que l'État n'est pas un individu qui choisit sa religion. Oui. C'est ça, non? L'État, c'est pas un individu. Mais bien sûr. Et puis il y a Lila, de l'autre côté, Lila qui aimait faire la coquette et qui après a viré vers l'islamisme et elle est devenue extrême, donc avec sa burqa et tout ça, le djilbab. Et elle est restée à la maison, elle ne sort pas au village et tout ça. Donc voilà, j'oppose un petit peu les deux pour dire que comment en fait a évolué cette société. Et ces personnages sont des personnages vrais. Noufel, tu poses des questions, peut-être que tu n'as pas toujours les réponses, moi aussi je ne les ai pas, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que justement cette salafisation trouve des échos parce qu'il n'y a pas d'espoir ailleurs? Est-ce que par exemple les combats démocratiques n'ont pas abouti? Le printemps noir aussi, hein, tu l'as vécu dans ta chair, en Kabylie. Ouais. Donc les gens trouveraient, hein, c'est une hypothèse, hein, du réconfort dans cette salafisation. Donc il faut voir aussi que la société a eu d'autres écueils par ailleurs, n'est-ce pas? Ouais. Je l'ai vécu dans ma chair et dans mon expérience personnelle parce que j'étais aussi musulman, pratiquant, etc., avant de passer à autre chose, parce que je me suis dit, mais la vie, c'est pas comme ça. Et si un au-delà existe, le fait que je ne fasse pas de mal aux gens, je suis là. Donc mon standard à moi, mes valeurs ont changé par rapport aux valeurs du salafisme et de toute cette religion, en fait. Parce que je m'identifie plus à ça. Je m'identifie beaucoup plus à l'humain. Oui. À la différence, parce que la nature, c'est des couleurs différentes, c'est des formes différentes, c'est des mouvements différents. Donc on a... Bien sûr. Et ça, je ne le retrouve pas dans certaines religions, dans la plupart des religions en fait. On ne le retrouve pas. Souvent les religions sont sectaires, hein, quelles qu'elles soient. Ben oui, c'est des idéologies. Après la source aussi, elle est critiquable, la source. Pourquoi on taxe les gens d'islamophobes quand ils utilisent des outils scientifiques? Et on a l'historicité, on a la psychologie, la psycholinguistique et tout ça. On les utilise pour analyser les religions. Bien sûr. Pourquoi refuser, justement? Harkoun le disait. Bien sûr. Donc, bien sûr. Il parlait de l'ignorance. Il y a même une nécessité urgente de réformer toutes ces croyances. Parce que Harkoun parlait de l'ignorance institutionnalisée et sacralisée. On le trouve maintenant. Et les pouvoirs en place, les régimes en place, utilisent ça. C'est pour ça que c'est très pénible pour les démocrates et les gens, les libres penseurs, de trouver une place au sein de ces sociétés-là, sociétés dites musulmanes. Oui. Et à ce moment-là, le combat est vraiment très très difficile parce qu'il y a des gens qui sont prêts à s'exploser, à tuer, voilà. Ce sont souvent des gens en perte de repères. Hein. Ça ne se passe pas seulement dans les pays musulmans, ça se passe aujourd'hui même ailleurs, Noufel. Hein. Oui, ailleurs, mais on parlait tout à l'heure de l'arabe en fait comme langue ici en France dès le CP, c'est ça, je crois. Oui. Un jour, j'étais à Bruxelles, à Passaporta, une petite librairie comme ça, et on parlait en fait de ça avec certains amis écrivains bruxellois. Donc ils disaient, mais c'est pas possible. Déjà eux, ils s'en rendent compte. C'est pas possible parce que la plupart des gens qui viennent à Bruxelles ou en Belgique sont des rifins. Donc c'est pas leur langue maternelle. Tout à fait. Puis quelle est cette langue qu'on va leur apprendre et tout ça? Les repères, oui. Les repères, on est berbère. Eh ben, on apprend Tamazirt. Oui. Pourquoi justement ces régimes, apparemment le régime, je le dis, le gouvernement français est en train d'emboîter le pas à ces gens-là? Tout à fait. Pourquoi ne pas enseigner la langue berbère parce qu'une langue, la langue berbère, selon une étude française, est la première langue parlée après le français. Voilà, donc, effectivement, normalement on irait dans ce sens-là. Oui, et puis être authentique.
Mais c'est ça justement, j'ai perdu mon idée tout à l'heure. Non, mais c'est ça, ils emboîtent le pas à ces régimes-là, et c'est lamentable. Il faut être authentique. Et parce que, voilà, je reviens à mon idée, c'est un système de pensée. Chaque langue a un système de pensée. Et Tamazight n'a pas d'extrémisme. Tamazight n'a pas été infecté, si je puis dire, par des préceptes idéologiques et tout ça et tout ça. Tamazight, elle rejoint l'universalisme. Que ce soit en France, au Danemark, ou partout. Elle rejoint les valeurs humanistes, effectivement. Voilà, c'est pour ça que l'extrémisme dans certaines sociétés vient parce qu'on s'identifie à autre chose, à autre chose qui est rétrograde, qui est aussi extrémiste. Et ça, on le voit. C'est vrai, on le voit. On fait juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat avec l'écrivain Noufail Bouzbouja. Donc Noufail, on disait un mot sur cette Europe d'aujourd'hui qui se ferme, qui devient raciste, mais en même temps qui encourage un peu d'une façon ou d'une autre, peut-être de manière inconsciente un peu, les intégrismes. Oui, on le disait tout à l'heure, donc les langues sont des systèmes de pensée, elles véhiculent plein de choses. C'est pour ça qu'en Afrique du Nord, pourquoi l'arabisation était très facile? Parce qu'il y avait aussi une sacralisation de la langue arabe. Bien sûr. Donc les gens, quand ils donc ils la jouaient, ils le faisaient en arabe ou en français. Donc c'est un petit peu ça aussi. Donc cette perte de valeur vient aussi de ce fait. Donc la foi qui a infecté un petit peu certaines langues, et voilà. Et puisque la langue Tamazight, dans toutes ses variantes, le kabyle, le shluh, tachawith, tharifis, et tout ça, c'est les langues authentiques en Afrique du Nord, oui. Et elles n'ont pas été dominées ni utilisées à des fins religieuses ou à des fins de domination. Elles ont même une histoire étroite avec la pluralité, avec la tolérance. En Kabylie jusqu'à aujourd'hui, on dit « je mets à l'imam » au nom de toutes les croyances, même si l'islam est aujourd'hui dominant, mais les Kabyles inconsciemment se souviennent qu'ils ont eu d'autres croyances. Oui. D'ailleurs, comment il s'appelle, un auteur très connu qui a écrit dernièrement un livre très intéressant sur l'ère des Aghiliz et des sultans. Il a parlé d'ailleurs de ça, de Younes Adli. Oui. Il a parlé de Jma' al-Iman et tout ça, parce que ça a été un petit peu démenti par certains gens. Il a écrit un truc très intéressant sur ça, je ne me souviens pas très bien. Mais il explique ça d'une manière vraiment très bonne. C'est ça. Nous, on n'a jamais dit que notre langue, c'est la vérité ou que c'est la langue. Je n'oppose pas les langues, en fait. Non. Parce que c'est les langues qui sont utilisées. Je n'oppose pas l'arabe. Oui, bien sûr. Il ne faut pas me méprendre sur ce plan. Donc, nous, on n'a jamais dit que la langue Tamazight ou le kabyle, c'est la langue du paradis ou c'est la langue de Allah ou des trucs comme ça. Non. C'est notre langue. Non. Elle a toutes les des langues substrats, sont des richesses humaines. Voilà, elle a un substrat riche, humaine, voilà. Elle est humaine. C'est une langue aussi. Il y a juste les utilisations très anciennes, politiques, et cette ancienneté, parce que elle lui donne une richesse. Oui. Et elle n'est pas perdue jusqu'à aujourd'hui, même si elle a été transmise oralement. Et même s'il y avait une domination des autres langues. La langue latine, le grec, l'arabe et le français aussi. Donc, bien sûr. Et parce que les pouvoirs politiques ont favorisé ces langues. Le monde arabe dont on parle aujourd'hui est une invention occidentale. Les chercheurs, les historiens admettent aujourd'hui qu'en 1820, aucun pays sur Terre ne se disait arabe. C'est très récent, 1820. C'est bien plus tard, surtout avec la puissance de Napoléon III qui a propagé cette idée du royaume arabe, du monde arabe. Parce que les Arabes sont en Asie, ils ne sont pas en Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, elle doit s'identifier plus à l'Afrique qu'à l'Asie. Et enfin, ça, c'est des choses
qu'on a déjà... Voilà, c'est les aléas de l'histoire. Hein. Heureusement qu'il y a un réveil quand même. Hein. Il y a un réveil. Et le fait même que tu écrives en langue kabyle et en langue française et dans d'autres langues, cela veut dire qu'il y a une conscience qui est en marche. Hein. Et donc, tu n'écris pas seulement en langue kabyle ni en langue française, et tu écris aussi en langue anglaise, puisque tu as publié récemment A Pebble in the River, je prononce bien? Pebble in the River, oui. Oui. Alors, c'est quoi ce livre? Ouais, alors, ça, c'est Azro the Guassif. Pebble in the River, alors, il parle d'un vieil homme, en fait, qui est emprisonné. Oui. C'est une histoire vraie, hein, qui était emprisonné à une certaine époque dans les geôles de l'Algérie indépendante. Et c'est un monsieur qui a combattu à 18 ans, à 17 ans, 18 ans, il a combattu l'armée française. Il a combattu l'occupation, le colonialisme français pendant la guerre de libération. Donc voilà, il a combattu. Et après, il sort. Donc la France sort de l'Algérie, on ne sait pas trop est-ce qu'elle est vraiment sortie ou pas en tout cas. Oui, on se pose la question, oui, dans bien des cas, oui. Ouais. Et voilà, pour lui, il est là, l'indépendance est acquise, et il veut profiter de sa vie, sachant que lui, il voulait avoir des enfants, mais malheureusement, les tortures qui ont été exercées sur lui par le capitaine Le Pen. Oui, l'allusion est presque claire, oui. Voilà, n'ont pas... ont fait qu'il ne puisse pas, en fait, faire des enfants ou donner vie à des enfants. Et donc, à ce moment-là, il est frustré, il se cherche. C'est une quête de soi aussi, dans un village kabyle, où les valeurs étaient déjà en train de se changer, les années 80, les années 88. De se perdre un peu, elle continue à se perdre voilà, aussi, des années 88, il a vu graduellement comment les choses ont changé. Donc l'islamisation, comment est-ce que les gens maintenant deviennent des barbus, des Gilles Weven, les tchadors et tout ça aussi, et les hijabs et tout ça. Donc il se pose des questions, mais comment se fait-il, pourquoi ce changement alors qu'on était sur le bon chemin, en fait, juste après l'indépendance, ou supposément sur le bon chemin. Oui. Voilà, donc, et il a refusé. Donc, quand les terroristes ont commencé à prendre les armes, déjà au sein du village, ils lui demandaient la taxe du djihad et tout ça. Donc, il a refusé, il les a chassés de chez lui. Il a reçu des représailles, donc ils ont brûlé sa maison, ils ont kidnappé sa femme avec d'autres femmes. Et donc tu dis que ça c'est une vraie histoire. Hein. Une vraie histoire. Donc ils ont combattu, lui il a combattu ces gens-là, il a décidé de prendre les armes contre ces gens-là parce qu'ils ont kidnappé sa femme avec d'autres femmes du village et brûlé sa maison. Voilà, donc ce qu'il fait, il construit un groupe, il constitue un groupe de défense. Donc, pour contrer la menace islamiste terroriste. Un jour, donc, il y avait une femme, parmi les femmes qui furent kidnappées par les terroristes, qui sort, ils étaient en train de faire une patrouille, et qui sort et qui prend un petit bébé comme ça, parce que lui, il est stérile. Oui. Il prend un petit bébé comme ça. Elle était demi-folle, donc elle ne voyait rien, elle ne se souvient de rien. Elle le tend à Ehli, le nom du personnage. Elle lui dit, c'est la fille à ta femme, c'est la fille de Zira. C'est le bébé de Zira. Oui. Et à ce moment-là, lui, il avait une dissonance cognitive. Il se dit, mais c'est pas possible. Non. C'est une bâtarde, c'est pas ma fille. Voilà. C'est le fruit d'un viol. Et le viol de qui? Des gens que je combats. Des gens contre qui je me suis... Battu, bien sûr. Voilà, donc, et à un certain temps, donc, il boit beaucoup, et au final, il accepte, il finit par accepter ce cadeau du ciel, de la nature, il ne sait pas trop, il ne sait pas, ou de Allah, ou de Dieu, il ne sait pas aussi est-ce que Dieu est féminin, masculin ou autre.
Il se pose des questions, mais il accepte un peu le fait accompli. Mais il accepte que ce bébé, cette fille, qui s'appelle Zira d'ailleurs en hommage à sa femme, qui s'appelait Zira aussi, donc il lui rend hommage et il accepte ce cadeau et il le chérit. Voilà, donc il se dit, voilà, je vais me dédier complètement à ce cadeau, à cet enfant. Ouais. Et les circonstances ont fait qu'il y ait une loi en Algérie, qui est la loi de la réconciliation nationale, qui a permis aux gens qui ont kidnappé sa femme de rentrer chez eux. Donc c'est des voisins à lui. Ils sont rentrés chez eux et en toute impunité, ils se baladent. Et quand ils sont rentrés d'ailleurs avec le Bendir et le Reda, bah oui, c'est la fête. Et lui, il était sidéré, quoi. C'est pas possible. C'est pas les ennemis d'hier avec qui je vais cohabiter aujourd'hui. Nonobstant, le jeune homme qui le menaçait et qui s'est attaqué à sa maison continuait à l'harceler, continuait à le provoquer tout le temps. Il se trouve que ce gamin, c'était un émir. Il se trouve que c'est le fils d'un ancien combattant avec lui contre l'armée française. Donc c'est toute une complexité, c'est la complexité de toute la Kabylie aussi, de l'Algérie aussi, que j'essaie de décrire. Donc à ce moment-là, il est en train de le provoquer et lui, un jour, il le tue. D'accord, il ne supporte pas, donc il le tue. Parce qu'il a déposé plainte et les gens n'ont pas... Il a essayé de le contrecarrer par des moyens légaux et il n'a pas pu. Il n'a pas pu parce que Rombo qui était le chef de brigade dans la Daïra, là, à Tizi, il ne lui répondait pas. Et il ne voulait pas qu'il dépose plainte parce que c'est contre cette loi. Oui. Voilà, donc les moyens légaux n'ont pas pu résoudre le problème. Bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de prendre sa revanche, de faire justice par lui-même. D'une autre manière. Donc il le tue, il entre en prison, et c'est de la prison qu'il est en train de raconter tout ça en fait. D'accord. Il n'a pas voulu écrire au président comme son avocat le lui suggérait et tout ça. Donc il était condamné à mort après 25 ans, après il a pris 12 ans de prison ferme. Mais il est sorti au bout de 6 ans. Oui. Et à ce moment-là, il a décidé d'aller vers la mer, de humer l'air de la mer, oui, et de se relaxer, de sentir ses pieds dans le sable aussi, et de sentir aussi l'eau de la mer. Et il est reparti au village. Il a refusé de voir tout le monde. Et le lendemain, c'est la petite Zira, qui d'ailleurs lui envoyait des lettres quand il était en prison. Oui. Et en kabyle. Oui. Et c'est très important, en kabyle, parce que lui, il ne maîtrise pas, il n'écrit pas. Mais il lit, mais il n'écrit pas. Et il était très ému quand elle lui envoyait des messages en kabyle, lui disant « Quand je vais grandir, je vais être une avocate et je vais te faire sortir de là », et des trucs comme ça. C'est poignant, oui, bien sûr. Donc, il retourne au village, à cette Ders, en Kabylie, et il décide d'être là, au service des gens, mais il était âgé. Il a refusé de voir toutes les autorités, etc. Et il a voulu se dédier sa vie, à l'autre, aux autres. Dédicacé à Zira. D'accord. À la petite fille qui a grandi, qui a 6-7 ans. D'accord. Et le livre, il a été publié où, Noufail Bouzboudja? Le livre, il a été édité... C'est un livre en anglais. Raconte-nous l'histoire de l'édition de ce livre. L'histoire de l'édition, donc, je l'ai proposé à des maisons d'édition américaines et anglaises, même british, en Grande-Bretagne. Mais ça n'a pas abouti parce qu'il y a toujours un regard orientaliste, en fait, de la part de ces éditions-là, de ces sociétés-là, souvent aussi, pas tous, pas tout le monde. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, on me dit, enlève ça, ajoute ça. Moi, j'ai pas aimé cette démarche, en fait. Donc j'ai refusé de l'éditer de cette manière, de la manière dont il voulait. Je l'ai proposé à une initiative qui s'appelle Langa Édition au Cameroun. Oui. Donc Langa Research and Publishing, c'est un groupe en fait de plusieurs
disons, professeurs africains Oui. qui ont étudié soit au Canada, soit aux États-Unis, soit en Angleterre, et sont retournés au Cameroun Oui. pour justement se dédier à la littérature, à l'écriture et à la publication. À la publication aussi, Voilà. surtout l'édition. C'est ça. Je crois que c'est des gens qui ont été déçus par le système Le monde occidental, probablement, oui, qui a ses manques, bien sûr, qui a ses travers. Voilà, et ils ont accepté mon livre. J'étais très très content qu'ils l'aient accepté et ils l'ont publié. Donc ça m'a fait un grand plaisir. Et aussi à Oxford. Donc il y a la distribution se fait à travers Oxford. D'accord. Au UK, en Angleterre. Est-ce qu'on peut trouver le livre et Il l'acheter est sur Internet? Oui, il est Oui. sur Internet. Il est Voilà, sur Amazon. c'est aux et toutes les téléspectateurs, plateformes. donc on peut acquérir à travers les 4 coins du monde, puisque c'est Amazon, Ouais, donc ouais. A Pebble in the River de Voilà. Noufel Bouzbouja, et c'est une histoire touchante, hein, émouvante et captivante, bien sûr. Noufel, tu es aussi un écrivain voyageur. Raconte-nous un peu tes voyages. Hein. De la Kabylie, tu as atterri en Espagne. Hein? Oui, oui. Tu n'as pas écrit en espagnol. Hein. De petits trucs. Ah, quand même, tu as écrit. Mais j'essaye de... Moi, j'adore les langues. Comme je te le dis toujours, Bien sûr. Youssef. J'adore les langues et j'adore... il y a des subtilités, en fait, dans certaines langues qu'on ne trouve pas en kabyle. Dans notre Oui, propre bien sûr. langue. Ah, il y a aussi des subtilités dans la langue kabyle qu'on ne trouve pas ailleurs. bien Voilà, sûr. c'est ce que j'allais C'est dire. ça. C'est ce que j'allais dire. Bien sûr. Du coup, donc, j'adore explorer tout ça et la chance, la destinée ou autre m'a donné justement la chance de voyager, de côtoyer pas mal de langues et d'y vivre aussi. Oui, Parce bien que sûr. donc, j'ai vécu en Espagne, j'ai visité aussi des lieux très intéressants. Je parlerai de Orejuela ou le poeta de la Cebolla, de las Cabritas. Comment il s'appelle alors? Voilà, donc je n'ai pas les noms là. Parce que je perds mes- C'est pas grave, Noufel. Hein. Il ne faut pas qu'on oublie aussi de parler de Allegoria. Alors, voilà. donc tu as été et tu nous as fait honneur. Hein. Donc tu as eu un prix, tu l'as reçu au Portugal, tu as créé un texte, tu as Ouais. fait le script. Alors c'est quoi toute cette entreprise de Allegoria alors? Ah oui, donc Allegoria, bah, c'est une histoire assez passionnante, cette histoire, pour moi, de moins pour moi, parce que j'ai rencontré quelqu'un de très très intéressant qui s'appelle Nobilis Bellator, qui est Oui. un Québéco-espagnol qui vit en Espagne actuellement. Donc voilà, le voyage, Voilà, les oui, voyages bien nous sûr, donnent la bien chance sûr. Oui, bien d'être sûr. en contact Faut toujours avec s'ouvrir au monde. Hein. Garder les racines, mais s'ouvrir Ouais. au monde. d'être en contact avec Oui. des gens intéressants. Et lui, c'est un passionné de photos. Donc il adore le time-lapse. Le time-lapse, c'est des images qui passent avec une très très grande vitesse. Et il m'a proposé de travailler avec lui, mais d'écrire quelque chose de passionnant, quelque chose qui prend de quelque chose de rebelle en fait. De rebelle, parce que lui, il en avait marre de travailler sur Oui. des photos et tout ça, et de la musique. Donc il a voulu un texte très poignant. Et moi j'ai écrit ce texte, je l'ai écrit en anglais. On l'a corrigé souvent, on l'a modifié. Bien sûr. Donc on a fait des changements au fur et à mesure pour que le texte soit aussi un script pour donc, les images qu'il voulait mettre dessus. Et voilà, donc ça a abouti parce qu'on a fait appel aussi à Bambucha, Oui. qui est un musicien serbe très très doué. On a fait appel aussi à un narrateur américain, Conrad Harvey, qui a fait la narration en anglais. Une très très belle narration, c'est un comédien, très très bon comédien, très authentique et naturel. Hein. Et voilà, donc les prises des images et tout ça ont été faites en Espagne avec Nenad, technicien avec Nobilis Bellator. Et on a fait un film de 7 minutes 15. C'est un short, c'est un Oui. court métrage, et qui a été primé en fait, pas seulement au Portugal, mais il a été primé par 6 festivals internationaux. Ah, c'est magnifique. C'est une consécration. Ouais. Oui, c'est génial. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous, on ne se rend pas vraiment compte de l'ampleur que ce
ce film a... Et qu'est-ce que raconte ce film alors, Allegoria? Alors ce film raconte un petit peu... c'est un petit peu ma pensée actuelle, ou la pensée à laquelle je suis arrivé maintenant. Parce que souvent on se dit, est-ce que c'est ma pensée propre? Parce qu'on est toujours influencé par des choses dans la vie. Hein. Donc est-ce que c'est ma propre? Je ne sais pas, peut-être que moi je suis que le réceptacle d'une somme de pensées. Bien sûr. Donc ça raconte un petit peu comment être libre, que la joie c'est mon identité, que tout ce qui est sacré doit être shaken, doit être secoué, doit être aussi déconstruit. Donc il y a cette volonté de se rebeller contre plusieurs systèmes dans la société ou pas, même à l'intérieur de nous-mêmes, et on a des systèmes quand même qu'il faut justement, comment dire, douter. Oui, remettre en cause. Voilà, remettre en cause, merci pour l'expression, remettre en cause. Et voilà, pour arriver en fait à un semblant de vérité, parce qu'on n'a jamais la vérité. Bien sûr, on tente de l'approcher, mais voilà, donc, il faut toujours douter, comme tu dis. Donc le film existe aussi en version espagnole, et dernièrement en version kabyle. Donc Allegoria sur YouTube, sur les plateformes aussi artistiques, donc, surtout Vimeo. Oui. Allegoria Thugna. D'accord. Voilà, en kabyle. En kabyle. Ouais. Et donc, dans tes pérégrinations internationales, tu es passé aussi par le Danemark. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos du Danemark? Le Danemark m'a ouvert les yeux sur plusieurs aspects. Par exemple, l'aspect linguistique. Ça, je l'ai déjà dit souvent. Ils sont 5 millions à peu près, mais la production littéraire et l'amour qu'ils ont pour leur culture, leur écriture, et quelque chose, leur langue, est quelque chose de très très important. Et ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a ouvert les yeux pour produire plus en kabyle. Ça t'a inspiré pour aller encore plus de l'avant en langue kabyle et dans les autres langues. Évidemment. Et la langue, alors, le danois, c'est une langue qui est proche de quelle langue? C'est une langue anglo-saxonne? Qu'est-ce qu'elle est? Voilà, germanique. Germanique. Elle est proche du suédois, du norvégien, et elle est proche surtout de l'allemand. Voilà. Proche aussi de l'anglais. Hein, mais bon. Ah d'accord. Ouais. Et toi, quand tu te présentes en tant que Kabyle au Danemark, qu'est-ce qu'on dit de toi? Est-ce qu'on connaît quelque chose sur la Kabylie ou bien on ignore tout? Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses. Hein. Les gens ne savent pas trop, en fait. Donc moi, la chance m'était donnée d'être écrivain en résidence là-bas, donc de parler aux étudiants dans les universités et aussi des lycées, des collèges et aussi des musées, donc de parler aux gens, de vulgariser un petit peu c'est quoi... Tu as été notre ambassadeur dans ce cas-là, et tu as participé à un ouvrage collectif, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et c'était quoi l'ouvrage alors? Alors c'était 2 ouvrages collectifs, il y avait un sur une petite île qui s'appelle Fænø, une petite île où j'ai habité d'ailleurs là-bas quelque temps. Après, il y avait aussi Friåa på flukt, qui est des mots en mouvement ou en fuite. Donc voilà, la subtilité de la langue, en fuite ou en mouvement. Avec des écrivains exilés aussi, du Zimbabwe, de la Guinée, je crois. Voilà, donc on parlait un petit peu de... C'est une petite nouvelle que j'ai mis dedans, traduite du kabyle vers l'anglais pour qu'ils puissent, eux, traduire vers le danois. Vers le danois. Voilà. D'ailleurs, c'est une nouvelle qui est dedans. Qui est dans Aya Simsara, c'est ça? Aya Simra. Aya Simra, oui, pas Simsara. Je dis n'importe quoi. Et alors, dis-nous un mot sur Aya Simra. Qui est paru effectivement aux éditions Tira, bien sûr. Aya Simra, c'est un recueil de nouvelles aussi, qui parle un petit peu entre guillemets, des marginaux de la société. Quelqu'un qui pratiquement passe toute sa journée sur le trottoir et est en train de critiquer la religion, de critiquer tout le monde. Oui. C'est hypocrite, qui est un marabout, tout ça, qui prétend que ses origines sont de Mecca, alors que d'un autre côté, il se la joue
Une Amazir. Je suis un Amazir et tout Ça ne va pas ensemble, ça. Hein. Il critique aussi les gens qui sont là, ils ont des étables, les commerçants, ils ont des étables, des tables de commerce. Donc ils donnent ça à Rambo, aux gendarmes qui passent, et ils leur donnent gratuitement. Donc lui, il est là, il est en train de râler. Mais comment se fait-il vous donnez ça, vous donnez jamais une seule tomate à un pauvre, tandis que Rambo, ah ouais, c'est ça. Il a le pouvoir. Hein. Voilà, donc il parle aussi de Ich t'aime, pour toi mon fils, c'est une lettre d'un père pour son fils. Là, on peut le trouver en Algérie, n'est-ce pas, en Kabylie. En Kabylie, ouais. Oui. Donc, Ich t'aime, donc c'est une lettre adressée à un fils par son père. Il lui dit, donc il l'a mis dans une hospice. Il lui dit, je t'en veux pas, mais quand je vais mourir, donc il lui parle un petit peu. Nous, quand même, on n'était pas comme tout le monde. Nous, on se parlait, il y avait de la communication entre nous. C'est très important. C'est des exemples positifs qui peuvent servir aussi, qui peuvent être un petit peu pédagogiques dans la mesure où... Tout à fait. C'est pas moralisateur. Hein, oui. Pédagogique dans la mesure où les gens vont prendre graine, en fait, et se dire, oui, c'est comme ça qu'il faut que ça soit. Parce que nous, on est toujours en train de critiquer et d'insulter, mais d'insulter souvent, alors que l'insulte et l'invective ne construisent absolument rien du tout. Voilà, donc on ne propose pas des choses. Et ça, Ich t'aime lui dit, ça fait rien, c'est ta femme qui a choisi que je sois dans cet hospice, mais je t'en veux pas, je vis bien, j'aurais aimé grandir avec tes enfants. Et voilà, donc son père lui a appris à pêcher, lui a appris aussi les chansons et tout ça. Et il lui a dit, quand je vais mourir, viens avec la guitare que je t'ai offerte quand tu as eu ton diplôme et chante-moi une chanson. C'est joli, hein? C'est une belle chute. Entre autres, Noufel Bouzbouja, parce qu'on arrive au bout de notre voyage, au bout de notre émission. Peut-être qu'on a oublié quelque chose rapidement, ou un dernier mot, Noufel. Aucune idée, je ne sais pas. On en fera d'autres émissions. On en fera, ça c'est sûr. Dans ta belle compagnie, Youssef, je ne dirais pas non. Hein? C'est très gentil, Noufel. Je te dis merci d'être revenu dans le graffiti et bonne continuation dans tout ce que tu fais. Youssef. Je t'en prie. Vous aussi, mes amis, merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.